comme le temps avance et pour que effectivement on commence à s'approcher de ce que vous avez fait chacun, voilà, pour justement nous saisir des moyens donnés par les nouvelles technologies et valoriser tous ces enregistrements qui ont été accumulés. Alors, dans des contextes qui sont les vôtres et qui sont différents. Alors avant, effectivement, pour quitter, avant de revenir effectivement au domaine couvert par les ATP, et pour quitter complètement la Bretagne, revenons peut-être à La Réunion. Et Fanny, est-ce que vous pouvez effectivement nous dire comment c'est fait pour vous cette volonté de collecter et de valoriser et d'organiser les fonds pour cette valorisation par le biais de la mise en réseau que vous avez initiée? Pour mieux comprendre, en fait, je vais vous parler directement donc du projet Phonothèque historique de l'océan Indien pour montrer la démarche qu'on a eue, justement, cette démarche de passage, de changement d'échelle. Donc, pour comprendre l'essence et les objectifs de la PHOI, il faut se replonger en fait à la genèse, soit revenir sur ce que nous avons constaté, ce qui nous a poussé à partager nos données. Le premier constat, celui étant que 80 voire 90% des données concernant les pratiques musicales de l'océan Indien collectées par des ethnomusicologues ou autres ne sont pas accessibles au grand public, qu'il s'agisse des contenus d'enquête relatifs à des missions de terrain, des documents privés inédits ou édités faisant ou pas l'objet d'inventaire. Quand les données sont accessibles, enfin c'est ce qu'on a constaté, elles sont souvent éparpillées ou noyées dans des bases nationales voire mondiales qui ne médiatisent pas forcément ces contenus, donc ces données souffrent souvent d'un manque d'éclairage. Le deuxième constat, c'était justement celui de l'absence d'un outil entièrement dédié aux archives musicales de la zone océan Indien. Donc, je précise, en fait, il s'agit de Madagascar et de 3 archipels, l'archipel des Comores, l'archipel des Seychelles et l'archipel des Mascarenes, qui comprend l'île Maurice, Rodrigue et la Réunion. Donc, alors que pourtant c'est une aire géographique qui est vraiment définie par les ethnomusicologues, une aire culturelle, identitaire notable, voilà, mais pas d'outils entièrement dédiés. Le troisième constat, c'est celui des attentes du grand public, justement, des publics touristiques, scientifiques, scolaires, artistiques, vraiment des publics variés, qui étaient insatisfaits par le manque de visibilité et le manque de possibilité de consultation de ces fonds, autres que physiquement au sein par exemple, des archives départementales, puisqu'on a très peu de structures qui regroupent ces corpus. Des publics qui, de manière générale, manquent d'informations sur l'histoire de la musique traditionnelle de la zone et qui souhaitent découvrir, s'acculturer, se reculturer, trouver des données à des fins de connaissance, à des fins pédagogiques et de réinterprétation. Le quatrième constat, il y en a d'autres, mais c'est les plus marquants, est celui de l'urgence du traitement des documents face à la vétusté des supports, en l'absence d'une politique de préservation et de conservation à l'échelle locale déjà à La Réunion, et encore plus à une dimension régionale. Donc, au niveau des solutions qu'on a souhaité apporter à ces problèmes, à ces constats, ça a été celle de la création d'un outil donc archivistique, pluridisciplinaire, parce qu'il concerne aussi bien la musicologie, l'anthropologie, la linguistique, l'organologie que l'ethnologie. Un outil participatif, j'y viendrai un peu plus tard, multilingue, pour pouvoir s'adresser notamment aux personnes concernées, c'est-à-dire à Madagascar avec le Shibushi, donc une langue qui est très compliquée à traduire en plus.
et un outil donc simple d'utilisation qui permette de rassembler les données musicales de la zone. C'est ainsi avec toutes les structures partenaires de la zone. Nous sommes 8 structures à travailler sur la phonothèque historique de l'océan Indien qui est donc gérée par le porteur de projet, le PRMA. Nous avons débuté donc l'analyse des sources, voir ce qu'on voulait valoriser de manière à réfléchir et à dégager les fonctionnalités recherchées par l'outil, au sein de cet outil. Pour préciser les sources qui sont soit inédites, autrement dites privées, soit éditées, donc qui ont pu être commercialisées. Elles s'étendent du XVIIe siècle à nos jours et elles sont de 4 types. Donc des sources écrites, des sources iconographiques, des sources audio et des sources vidéo. Étant entendu que nous avons difficilement la possibilité de collecter les fonds privés, les connaissant mal, voire pas, et il a été primordial pour nous, afin de viser l'exhaustivité, de penser l'outil de sorte à ce qu'il soit participatif. Et c'est là un peu l'originalité par rapport aux autres bases de données, aux autres plateformes. Donc, plus précisément, en plus des partenaires institutionnels de chaque île, en charge d'alimenter, de communiquer, de faire le lien avec les détenteurs locaux de fonds qui pourront être communiqués à travers la PHOI, nous avons souhaité pouvoir donner la possibilité à chaque utilisateur, à travers la création d'un compte, d'alimenter la plateforme de leurs documents inédits. D'où une masse considérable de données, même s'il s'agit d'une fonctionnalité des fonctionnalités qui ne sont pas encore visibles sur la PHOI actuellement, puisque c'est un outil qui est encore en voie de développement. Voilà, les documents qui vont être mis par les utilisateurs pourront être uploadés donc par eux et ils seront communicables au public à partir du moment où l'équipe de la phonothèque derrière sera acquittée des droits via les demandes d'autorisation dont on a évoqué l'importance tout à l'heure. Il nous a apparu également très important de ne pas se cantonner, entre guillemets, à un site purement archivistique, avec un inventaire qui pourrait être qualifié d'hostile en fonction des publics. Pour cette raison, la PHOI, elle se présente en fait en 2 espaces. Un espace archive, avec ce qu'on peut appeler la culture froide, et un espace visite qui reprend les documents de la partie archivistique, afin de les rendre vivants à travers un travail d'éditorialisation. On retrouve donc dans cette partie des articles, des podcasts, des expositions, des playlists thématiques qui sont des mises en lumière des documents inventoriés. Cela explique qu'il nous a fallu créer vraiment un outil spécifique avec un développement informatique et des fonctionnalités nouvelles et non pas utiliser des modèles préexistants de bases de données qui font pourtant leurs preuves, mais dans la mesure où on a souhaité vraiment faire un outil participatif, voilà, de manière à ce que chacun puisse s'enrichir de ces données. Et ça demande un développement informatique vraiment, vraiment long et qui a commencé, pour ne rien vous cacher, à partir de 2018 et qui est toujours en cours de réalisation. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la démarche et à l'outil même du PRMA. Merci Fanny. Est-ce que cependant, alors comme vous dites qu'il est participatif, donc ça veut dire que déjà actuellement il est alimenté, c'est ça, par alors c'est toute personne qui fait de la collecte peut ajouter ses propres enregistrements? Tout à fait. Il y a plusieurs façons de procéder. Soit les gens ont des fonds et n'ont pas les outils pour la numérisation, donc ils nous déposent des fonds qu'on traite et qu'on leur restitue une fois que le traitement est fini. Soit lorsque c'est des choses déjà numérisées ou des fichiers déjà numériques, donc chaque utilisateur a la possibilité à travers la création de son compte, donc il s'inscrit, il crée son compte, de lui-même mettre des données, que ça soit des phonogrammes, des écrits, de l'audio, enfin des photos, donc tous les types de supports dont j'ai parlé. Nous,
on reçoit ces données, on s'occupe de vérifier qu'ils sont soit libres de droit, qu'on a l'autorisation nécessaire à de la diffusion web, avant de pouvoir les mettre. Et justement, le fait que de faire participer les contributeurs, les gens, eux peuvent aussi alimenter les données, les notices qui sont rattachés à ces documents. C'est eux les mieux placés, par exemple, s'il s'agit d'un enregistrement de leur grand-mère pour savoir en quelle année, le contexte qui est celui de cet enregistrement. Parce que justement, on n'est pas assez nombreux à pouvoir faire ce travail. Pour rien vous cacher, on est 8 îles partenaires, mais il n'y a qu'une seule personne allouée sur chacune des îles. Et au sein du PRMA, donc porteur du projet, nous sommes 3 à travailler là-dessus. Donc voilà, on a souhaité dès le départ, et on sait que les gens ont des trésors chez eux. On ne veut pas les dépouiller, c'est pas du tout l'intention. C'est de faire en sorte qu'ils puissent les partager à travers cet outil. C'est très intéressant, effectivement. Je pense que peut-être que Vincent, effectivement, vous allez certainement témoigner d'une expérience assez différente. Oui, alors pour brosser un peu le portrait rapidement, donc je ne sais pas si j'ai 5 ou 10 minutes peut-être, pour ce qui est de l'histoire de Dastum. Minutes, voilà. Voilà. Donc pour ce qui est de l'histoire de Dastum, donc comme je le disais tout à l'heure, l'objet dès le début, dès 1972, c'est cette mise en réseau. Donc en fait, tu disais François tout à l'heure que ça avait pris du temps à ce que les choses soient rendues accessibles, mais en réalité, les seules limites à cette mise à disposition étaient les limites des moyens, quoi. Dès 1972, l'association Dastum, donc c'est du travail fait par des bénévoles à l'époque, hein, il a fallu attendre un petit peu pour qu'il y ait plus des salariés. Ça a consisté, alors comme tu dis Fanny, Dastum n'a jamais voulu faire peur aux collecteurs de les dépouiller de leurs fonds. Donc dès le début, il y a eu d'abord systématiquement un travail de copie. Donc pendant très longtemps, pendant les 30 premières années de Dastum, il y a eu très peu d'originaux de déposés à Dastum. Les originaux étaient prêtés pour copie et restitués systématiquement. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On commence à engranger de plus en plus les supports originaux également, que les gens souvent ne peuvent plus lire. Donc, il y a eu un travail de copie essentiellement. Et dès le début, dès 1972, il y avait une première copie qui a été faite sur des bandes magnétiques de conservation auxquelles on ne touchait plus, et une deuxième copie sur cassette pour les consultations, et qui était mise à disposition immédiatement de tous ceux qui voulaient venir, et avec une description documentaire qui a été faite sur des feuilles papier, des classeurs, tout ça fait par des bénévoles qui ont passé des centaines d'heures à l'époque à faire ce travail-là, vraiment dans le souci de partager ça pour que la musique puisse vivre et se transmettre. C'est vraiment ça. Il faut avoir conscience que tout le mouvement musical en Bretagne qui a éclos dans les années 70, 80, 90, tous les acteurs de ce mouvement-là sont à un moment ou à un autre venus utiliser les archives de Dastum, les écouter ou les enrichir, parce qu'eux-mêmes déposaient leur collecte. Donc ce souci de partager a eu des résultats, a fonctionné, même si on ne peut pas dire que ça a touché le grand public et l'ensemble de la société en Bretagne, mais tous les gens qui s'intéressaient à la pratique des musiques traditionnelles sont passés par là et ont utilisé l'outil qui a été constitué, quoi. Après la mise à disposition, il y a deux choses. Il y a les publications qui ont commencé aussi dès 1972 avec à peu près chaque année une ou deux publications de livres avec des gros livrets, etc. Donc ça, c'est de la partie plus grand public. Mais la partie archive a été mise à disposition de qui le souhaitait dès le début. Ça, c'est vraiment important. Alors après, dès les années 80, il y a eu à Dastum un réseau de pôles associés ou d'antennes de Dastum qui s'est développé, et donc jusqu'à une dizaine d'implantations locales qui venaient compléter le travail de Dastum. Et ces implantations locales ou ces antennes, elles avaient plusieurs fonctions. Une, c'était d'encourager la collecte sur le terrain pour faire remonter des fonds à Dastum, d'une part. L'autre, c'était d'animer le territoire pour de la restitution, faire des stages, organiser des fest-noz, des fêtes pour pratiquer ces musiques traditionnelles. Et entre les deux, ce réseau-là a eu aussi une fonction qui est de délocaliser la consultation. Donc, les gens qui voulaient venir consulter ces cassettes, je parle de toute la première période analogique, hein, n'étaient plus obligés de venir au centre d'Astum qui était basé qui a eu plusieurs localisations, mais depuis les années 80 à Rennes, mais ont pu aller consulter plus près de chez eux, à 10, 30, 40 kilomètres. Donc, avec à chaque implantation, dans chaque antenne, une copie
une deuxième copie cassette, si vous voulez, de consultation partielle, cette fois-ci, qui concernait un territoire donné, un sous-territoire, et pas l'ensemble des fonds d'Astum. Donc ça, cette mise à disposition et cette mise en réseau existait donc dès l'époque analogique. Et quand sont arrivées les possibilités de numérisation et d'informatisation d'Astum, il y a vu tout de suite, alors comme disait François tout à l'heure, une première chose, la possibilité de conservation, la problématique de la conservation, parce qu'il faut savoir que les premières bandes, les premiers supports de conservation créés à partir de 72 ont déjà été recopiés sur une deuxième génération de bandes magnétiques au milieu des années 80, vers 1986, donc avec déjà la perte afférente à cette opération-là. Et à la fin des années 90, on se trouvait à une période où il fallait commencer à réfléchir à un nouveau transfert vers une troisième génération de supports. Pour ne pas laisser trop vieillir les supports. Et donc, c'est à cette période-là, vers 1998, qu'a commencé la numérisation, à la fois pour ces raisons de conservation, pour ne pas être obligé de copier sur une troisième génération de supports analogiques avec les pertes de qualité. Donc, la numérisation a répondu vraiment à cette problématique-là. Et d'emblée, tout le monde a pensé aussi à la facilitation que ça aurait plus tard de diffusion. Donc ça, à partir de 1998, toutes les données ont été informatisées pour ce qui est des descriptions documentaires. Les fonds anciens ont été numérisés. Et puis, effectivement, c'est à partir du début des années 2000, avec surtout l'arrivée du haut débit, que les choses ont pu commencer à être mises à disposition par le net. Alors après, il y a eu quelques étapes pour y aller à grands traits. Dans un premier temps, au début des années 2000, 2002, 2003, les données qui étaient déjà numérisées et informatisées ont été mises à disposition dans le réseau des antennes, donc dans une dizaine de points de consultation. Donc les gens venaient se déplacer toujours dans ces points-là pour consulter les données informatisées et numérisées. Mais cette fois-ci, ils avaient accès à la totalité du fonds pour le coup. Ce n'était plus un fonds partiel de petits territoires. Et puis ensuite, il y a eu quelques étapes, ça s'est ouvert petit à petit. On a développé à partir de 2005, 2004, 2005, une série de ce qu'on a appelé des points de consultation. Donc, on est arrivé à une centaine de points de consultation. Donc là, on passait des conventions avec des centres d'archives départementales, des médiathèques, des écoles de musique, notamment là où il y avait des départements de musique traditionnelle, des écoles bilingues, etc. Donc là, on est arrivé entre 2005 et 2010 à une centaine de lieux de consultation par l'Internet, dans toutes sortes de structures cette fois-ci, et on est sorti du réseau d'Astum pour aller vers un réseau public, on va dire. Et puis, plus récemment, c'était un peu l'évolution logique, on en est arrivé à un accès individuel. Donc, pour tous les adhérents d'Astum, à partir de autour des années 2010, on commençait à avoir une possibilité d'accès individuel avec un code. Et puis, la dernière étape, donc ça, c'était pour les adhérents d'Astum, donc ça veut dire qu'ils payaient une adhésion de 15 € par an. Et on est arrivé, il y a 2 ans, à l'accès gratuit avec un code individuel. Donc, depuis 2 ans, n'importe qui peut s'inscrire sur la base de données d'Astumedia et accéder à la totalité des fonds gratuitement. Et au moment où on a fait ce passage-là, on est passé environ de 500 inscrits à plus de 5000 aujourd'hui. On doit être aujourd'hui entre 5 et 6 000. Donc, pourquoi cette histoire d'inscription? Juste, c'est une démarche qui a été prise à Dastum depuis longtemps, qui est assez différente de ce que tu décris, Fanny. C'est que dès le départ, même à l'époque de la consultation sur support analogique, Dastum a eu conscience des problématiques de droit, et notamment ce qu'on appelle les droits voisins, le droit de l'interprète, le droit du producteur, etc. Et il y a eu une réaction à cette problématique-là qui est un petit peu sur 2 pieds, on va dire. Il y a un pied, un aspect qui consiste à dire ces législations-là concernent vraiment l'industrie du disque et des interprètes qui vendent des milliers de disques, etc. Mais elles s'appliquent de fait à nous, alors que ce n'est pas du tout adapté à nos problématiques à nous, qui sont des enregistrements de milliers de personnes, dont beaucoup sont anonymes, qui ont été enregistrés dans les années 50, etc. Donc, dans la masse de documents qu'on gère à Dastum, il faut imaginer qu'il y a actuellement 8 ou 9 000 heures d'enregistrement sonore disponibles. Ça représente environ 20 000 personnes enregistrées, dont beaucoup de non identifiées. Donc, la problématique d'aller faire signer une autorisation aux ayants droit est absolument impossible à imaginer. On ne peut pas rattraper un truc pareil. Donc, la solution qui a été choisie dès le début, c'est d'une part de défendre ouvertement l'idée que ces textes de loi ne sont pas adaptés à des fonds culturels
immense comme ça, avec l'idée que certes, il y a la voix de la personne, il faut le respecter, certes, il y a le travail du collecteur, il faut le respecter, etc. Tout ça, on est bien d'accord sur le respect des gens, mais que ce pas des textes qui sont applicables dans l'idée de partager une culture globale pour la transmettre à la génération suivante. C'est des freins qui sont trop importants, quoi. Donc, il y a d'une part l'idée de défendre l'inadaptation des textes à nos problématiques, et d'autre part, pour faire preuve de bonne volonté quand même, l'idée de dire attention, on va quand même prendre des précautions, on ne va pas mettre ça en accès complètement ouvert et sans aucun contrôle. C'est pourquoi on demande cette inscription. Les gens qui consultent, qui ont accès aux données, qui sont identifiés, ils sont informés et ils s'engagent à n'en faire qu'une utilisation privée. Et ils savent que s'ils souhaitent utiliser l'enregistrement pour une publication sur un disque ou dans une émission de radio ou pour une exposition, ils doivent revenir vers nous. Et à ce moment-là, nous, pour ce document-là, on va faire le travail de recherche des ayants droit, donc les collecteurs d'une part qui ont fait le dépôt, et puis quand c'est possible de remonter jusqu'à l'informateur, on le fait aussi, bien sûr. Mais on le fait au moment où il y a une utilisation de demander, quoi. Comme ça reste faisable et réaliste, même si ça nous prend aussi de plus en plus de temps, mais on est content d'être sollicité pour ça, quoi. Voilà. Et donc, voilà, la numérisation, ce que ça a permis à Dastum, c'est vraiment d'augmenter les moyens de l'objectif initial qui est de mettre en partage, bien sûr, et effectivement, ça a décuplé les moyens. Alors, à l'époque de la consultation analogique, ça représentait quand même déjà, dès les années 80, beaucoup de consultants. Hein. On n'a pas de chiffre précis, mais ça représente quand même plusieurs centaines de consultations par an dans les différents pôles, dans les différentes antennes et au centre de Dastum. Mais effectivement, aujourd'hui, on a des consultations qui sont décuplées. Alors, ça reste quand même, pour le peu de retours qu'on puisse en avoir ou de moyens d'étudier ça, ça reste essentiellement des gens en Bretagne qui consultent, mais il y a aussi beaucoup de consultations quand même qui viennent d'autres régions et d'autres pays du monde, avec notamment toute cette fameuse diaspora bretonne. Alors, je pense que ça intéresse d'autres gens aussi quand même, mais voilà. Voilà ce que je peux dire un petit peu. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais sur l'historique de Dastum et de la numérisation. Non, mais très bien. Alors, moi j'aurais pas mal de questions, mais avant de poser les questions, j'aimerais beaucoup entendre Marie-Barbara et François sur le travail qu'ils ont fait, voilà, le travail les réveiller, parce qu'effectivement, c'est encore une autre approche. Donc, alors, attendez, je vais essayer de vous avoir tous les deux. De nos collègues. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous faire un retour effectivement de cette expérience de la mise en réseau des fonds d'ethnomusicologie de l'ancien musée des arts et traditions populaires? Peut-être dire que pour parer justement cette question juridique, on s'est concentré sur le fonds constitué par Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnet-Andral, voilà, par ces deux personnes. Claudie Marcel Dubois, donc en 1939, elle part en Basse-Bretagne, donc elle lance l'ethnomusicologie de la France, disons, et puis elle est rejointe en fin 1945 par Maggie Andral, et jusqu'à 1984, elles font du terrain tout le temps ensemble. Et voilà, et elles sont les responsables de ce département d'ethnomusicologie et de la phonothèque. Et voilà, donc on s'est limité, ça c'était une première chose très importante à dire, on s'est limité à leur collecte à elles. Pas toutes, hein, elles ont travaillé par exemple sur le cirque. Il y a énormément de choses qu'on a mises de côté, mais on a choisi vraiment le terrain rural, voilà, principalement, et en France. Hein, et à partir des années 70, elles commencent à partir vers les terres francophones, outre-mer et jusqu'à La Réunion. Voilà, donc c'est un corpus qui est limité pour cette raison-là, pour des questions de droit. Parce qu'effectivement, elles peuvent poser des questions et on ne pouvait pas retrouver tous les droits. Voilà, je voulais juste dire ça au début, peut-être François, je te donne la parole pour… Alors, peut-être dans le prolongement de ce que tu viens de dire, alors, à la différence des collecteurs que Dastum a fédérés, en quelque sorte, où en tout cas, cette association a réuni les collectes. Donc, comme vient de le dire Marie-Barbara, nous avons affaire à Tandem, et pas n'importe quel tandem. Ce sont
2 chercheuses CNRS, travaillant certes dans un musée, mais qui étaient des personnels CNRS. C'est de la recherche sur fonds publics. Et nous avons considéré qu'elles avaient réuni des archives publiques soumises aux dispositions du Code du patrimoine, alors pas uniquement du Code du patrimoine, mais principalement de ce code-là, et qu'on devait donc s'inscrire dans une démarche qui est celle des archives nationales et du ministère de la Culture, de réutiliser, et même c'est une disposition, une législation européenne de réutilisation des données publiques. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que on fait n'importe quoi, que si on a un enregistrement où l'informateur raconte des horreurs sur son voisin, même si le voisin et l'informateur sont morts depuis 40 ou 50 ans, on met ça en ligne sans aucune précaution, mais on n'a pas voulu justement s'interdire et interdire aux intéressés d'accéder à des informations qui relèvent du droit des archives publiques. Alors la seule précaution qu'on a prise, c'est de dire que si quelqu'un reconnaît un membre de sa famille et que c'est la façon dont il chante, dont il joue d'un instrument, il y perçoit un ridicule ou un problème, il a nos coordonnées, il peut nous écrire et demander le retrait de l'enregistrement. Depuis 1 an que le site est en ligne, on n'a jamais rencontré ce cas de figure. Donc on a le sentiment que le risque n'est pas constitué. Et je le répète, donc la seule précaution qu'on a prise, c'était de donner cette possibilité d'alerter les responsables scientifiques du site pour que, en cas de problème qui ne sera pas un problème grave de réputation des familles, de toute façon, une solution soit trouvée. Et par rapport aux problématiques d'exploitation commerciale que soulevait Fanny, de toute façon, les enregistrements les plus récents sont de 1984. L'immense majorité des informateurs étaient des amateurs. Aucun ne menait de carrière, presque aucun ne menait de carrière professionnelle. Je pense que Gaston Rivière doit être à peu près le seul qui ne rentre pas dans cette définition-là. Donc, je crois que nous ne faisons perdre de royalties à aucun ayant droit des informateurs enregistrés. Et je voudrais préciser aussi une chose qui est très importante, c'est qu'on a parlé des archives sonores, mais notre volonté, c'était précisément de ne pas rendre public uniquement ces archives sonores. On voulait les remettre en contexte, dans le contexte de l'enquête de terrain, en les accompagnant. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'ethnomusicologie, c'était vraiment l'enregistrement sonore, donc c'est vraiment ça le cœur, mais ils ne peuvent pas être pris comme ça ex nihilo, ou alors l'ethnomusicologue les choisit et fait une édition pour le grand public parce qu'il veut les rendre publics, justement, les partager. Mais là, il fallait absolument les accompagner des archives textuelles et des photographies, c'est-à-dire de tout ce qui a été produit autour de l'enquête et aussi bien, pas que de terrain, avant, pendant et après, des rapports qui ont été faits après, voilà. Donc, et deuxième chose, les éditorialiser, c'est-à-dire donner une petite explication. Elles y sont allées quand, comment, pourquoi, elles ont rencontré qui, avec qui, voilà. Donc, et puis une mini-analyse éventuellement, il manque ça parce que, voilà. Donc, il y a notre patte à nous de chercheurs au sens où on a pris en charge une enquête et on l'a étudiée avant et aussi pour mettre de côté ceux qui ne pourraient pas être livrés au public parce que ça pourrait porter préjudice à l'un ou l'autre. Voilà, et cette remise en contexte par une édition, c'est vraiment une édition en ligne, et donc ce site qui s'appelle Les Réveillés, qui est hébergé et soutenu par le HESS, c'est donc un site éditorialisé, comme je le disais, et il y a des liens qui permettent l'accès à la base de données qui s'appelle Didomena, qui est l'entrepôt de données, qui est également donc à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et donc, les deux s'articulent. Donc, quand on passe par Didomena, on n'a pas, donc la base de données, on n'a pas accès au site, mais quand on rentre par les réveillés, dès qu'on clique sur un item, soit il y a un pop-up qui permet d'entendre l'enregistrement, de voir la photo ou l'archive textuelle qu'on a choisi pour illustrer la mise en contexte de l'enquête, soit en dessous, on a voir toutes les données de l'enquête
et on clique sur un lien et on est transporté dans la base de données. Et là, on peut naviguer et aller comme on veut. On est dans l'aspect brut de toutes ces archives. Et ce site aussi, il s'adresse à un public le plus large possible par donc les 36 enquêtes qu'on a choisies. Qui sont classées par ordre chronologique. Donc, ça commence par l'enquête de 39 en Basse-Bretagne et ça se termine par celle la Guadeloupe en 84. Et il y a une deuxième partie du site qui est thématique et qu'on doit enrichir dans les années à venir, qui sera probablement une des plus intéressantes pour un public plus large. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de faire une petite notice sur le rhombe. Le rhombe, c'est cette petite planchette de bois qu'on fait tournoyer, que les deux ethnomusicologues ont croisé sur le terrain dès 1947 au Pays Basque et ont retrouvé en 1956, je crois, en Ariège. Voilà, donc c'est quoi le rhombe? Dans les Hautes-Pyrénées. Personne ne connaît. Moi, je connaissais puisque c'est des instruments qu'on trouve en Australie, des objets sonores qu'on trouve en Australie, en Afrique, en Amazonie. Et donc en France, qui sont très très anciens. Et voilà, donc un internaute, il se balade dans le site et il tombe sur cette thématique-là. Le rhombe, c'est quoi? Donc il y a une explication et ensuite il a accès aux enregistrements. Donc en plus des enquêtes, il y a toute cette partie thématique. J'ai choisi l'exemple du rhombe, mais il y aura énormément d'autres choses. Si tu veux ajouter. Oui, enfin, moi j'insisterai sur effectivement cette volonté qu'on a eue de réunir tous les matériaux de l'enquête. C'est vraiment des archives multimédia. Elles allaient très souvent sur le terrain avec le photographe des ATP, qui était un photographe absolument remarquable, ou quand il n'était pas disponible, comme c'était le cas par exemple dans les Pyrénées en 1956. Elles y sont allées avec un ancien des ATP qui prenait la direction du musée de Tarbes et qui était un excellent photographe. Et donc, la possibilité de naviguer entre un enregistrement sonore et une photo qui a été prise au moment de l'enregistrement, qui ne montre pas dire forcément le chanteur, le musicien, instrumentiste, mais ça peut être un paysage, mais enfin, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, se référer aussi aux documents écrits qui éclairent le déroulement de l'enquête, comment est-ce qu'elle a été préparée, quels sont les courriers qui ont été échangés avec les correspondances sur le terrain, qu'est-ce qu'elles ont noté sur leur carnet de terrain. Tout ça est extrêmement éclairant. Et alors, évidemment, le contact avec le document sonore brut, c'est très fort, mais c'est important de pouvoir dépasser ce stade. Alors, par ailleurs, effectivement, Marie-Barbara a bien insisté sur ce site double, l'entrepôt de données d'un côté et le site d'éditorialisation de l'autre. L'intérêt du site de l'entrepôt de données, c'est qu'il y a un petit moteur de recherche très efficace. Donc, par exemple, si quelqu'un veut avoir une idée du nombre d'occurrences d'un air connu ou d'un item ou d'un timbre connu, il peut mettre les premières paroles de la chanson, donc An Incipit, et il va voir que cette chanson-là, pas forcément avec la même musique, pas forcément avec les mêmes paroles, mais enfin tournant autour de cet Incipit, il peut trouver 15-20 enregistrements qui ont été faits un peu partout en France, voire outre-mer. Donc c'est aussi une façon de sortir ces matériaux d'un ancrage régional trop restreint. Donc ça permet aussi de montrer que ça circulait depuis très longtemps et un peu partout. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pouvais encore ajouter? Tu as dit l'essentiel, donc je ne fais que des gloses autour de tes propos. Oui, je pense aussi que ce qui est quand même important dans leur travail, elles avaient dire une volonté de corpus, elles disaient qu'elles édifiaient le corpus des musiques ethniques françaises. Je pense qu'aujourd'hui, musique ethnique, on hésiterait, mais bon, c'est le vocabulaire du temps. Mais ce qui est, à mon avis, à retenir, c'est que elles ont vraiment pris en compte toutes les pratiques musicales et sonores. Elles se sont intéressées à ce qu'elles appelaient des vacarmes cérémoniels, c'est-à-dire les chahuts, les charivaris, les défilés de carnaval, des gens, par exemple, en Bourgogne, elles ont enregistré le tape-chaudron. Le tape-chaudron, c'était dans une petite ville qui s'appelle Châtillon-sur-Seine, des gens qui se réunissaient pour taper effectivement sur des casseroles, des chaudrons. Alors, musicalement, ça n'a
c'est pas très gratifiant, mais c'était une pratique sociale extrêmement importante qui aujourd'hui d'ailleurs sans doute a disparu, mais qui a pu ressurgir ailleurs sous un autre nom et dans un autre territoire. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Elles se sont aussi beaucoup intéressées aux fanfares, au phénomène des fanfares dans les petits villages, dans les petits bourgs, etc. Donc une pratique amateur, pas du tout avec des instruments dits traditionnels, mais extrêmement puissante au 19e et encore aujourd'hui au 21e siècle dans certains endroits. Donc de ce point de vue-là, la diversité de leurs témoignages, enfin des témoignages pendant qu'elles sont recueillis, peut donner aussi une idée de la richesse de la vie musicale ou des paysages sonores dans lesquels on vivait dans la France dite des 30 Glorieuses. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant. Ça peut donner des idées pour des relances, éventuellement, des revivals d'hiver aujourd'hui ou demain.